Et on voit que les mêmes coins, clairement pas tous, parce que si on prend en proportion là, les 1500 mêmes coins qui sont lancés chaque jour dans le domaine crypto, si on faisait la moyenne de tous, on tomberait sur des pourcentages 99,9999999% de chance de tomber sur un coin qui passe pas les 3-4 jours et qui se fait rug pull à chaque fois. Des arnaques là-dedans, c'est énorme. Par contre, tu as une minorité, souvent qu'on va mettre en avant. Hein. On va dire le Shiba, on va parler du Doge, on va parler du PP, on va parler du Dog with Hat, qui est beaucoup plus récent, pour lesquels, pour l'instant, il n'y a pas eu de rug. C'est peut-être une question de temps, on ne sait pas hein, un peu comment ça va se passer, mais tu vois, je pense qu'il y a sujet à débat. Tu vois, on a fait notre community manager Sylvain, là, qui est dans les commentaires, avait fait un tweet la dernière fois pour faire un sondage, et on s'est rendu compte qu'il y avait un peu plus de 40% de la communauté qui avait répondu au sondage, qui s'était exposé d'une manière ou d'une autre au même coin. Par contre, les 60% restants ont dit non, moi je reste à l'écart, ça ne m'intéresse pas. Et tu vois, je pense que dans un débat, toujours pareil, on essaie de faire quelque chose de constructif. Au lieu de se dire c'est que de la merde, j'investis pas dessus, est-ce que dans un portefeuille, dans une gestion correcte de portefeuille et allocation d'actifs, est-ce que un même coin ou avoir une part dans un même coin, dans plusieurs mêmes coins, ça peut pas être intelligent de par les performances juste énormes et incroyables qu'on peut retrouver à l'intérieur et que la plupart d'entre elles, de ces cryptos, pour certaines d'entre elles, ont la propension à surperformer le Bitcoin et l'Ether. Pas investir sur 20 ans sur un même coin parce que c'est ultra remplaçable facilement et tu es toujours en train de rechercher le next shiny object, hein, le prochain projet en vogue. Mais tu vois, pour le cas du Dogecoin, même pour le cas du Shiba aujourd'hui qui va entamer son second cycle, il y a eu un drawdown qui est énorme, hein, 90-95% sur ces mêmes coins-là, et on voit qu'on est reparti sur une tendance haussière. Et pour parler juste du Shiba et du Doge, aujourd'hui, tu as quand même des whales, des baleines énormes sur ces projets-là, et pas des petites, parce que c'est certaines baleines qui ont des sommes importantes aussi en Ether, des sommes importantes en Bitcoin, on peut tout tracer sur la blockchain. Donc tu vois, on se rend compte que même aussi des gros acteurs vont sur ces mêmes coins, il n'y a pas que les DJs, il y a des gros acteurs aussi. Et c'est d'ailleurs ces gros acteurs-là, on ne va pas se leurrer, hein, qui font monter le prix. Hein. Ce n'est pas monsieur, madame, tout le monde qui investissent 1000 balles qui arrive à faire énormément bouger le prix. Même si ça a un impact, je pense qu'il y a aussi des coûts de 10 millions, 20 millions comme ça en market buy sur ces trucs. Tu peux avoir des performances super, comme le Dog with Hat, par exemple. Donc, je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Ouais, mais surtout, en fait, c'est sûr qu'il y a des grosses performances, mais après, par rapport aux whales aussi, j'étais en train de chercher l'info, mais bon, je l'ai commenté de mémoire si j'arrive à m'en rappeler. Mais il me semble qu'il y en a aussi certains où c'est un peu même questionnable. Les performances, par exemple, BOM, j'ai pas. Il y en a tellement, en fait, j'arrive pas tout à suivre. Mais il y en a qui questionnent un petit peu le timing avec le listing par Binance, parce qu'il me semble que c'est un projet qui est arrivé à plusieurs centaines de millions de market cap en à peine 24 heures ou 48 heures, mais quelque chose qui est énorme. Et avec, dans les quelques jours qui ont suivi son lancement, un listing sur Binance, avec des whales qui se sont gavés, mais comme jamais. Et donc, il y Comme a à quand chaque même fois. ouais, mais il y a quand même cet aspect un peu insider, tu vois. Au final, c'est quand même touchy, et surtout quand ça commence à sortir. Moi, j'y toucherai pas, surtout en étant débutant, pour ce côté-là, parce que c'est vrai qu'il y en a qui font de l'argent parce que tu achètes tes tickets de loterie, tu les mets sur un peu tout, et il y en a un qui va pump parce qu'il fait plus rire les autres, ou parce que, je sais pas, il y avait une photo plus rigolote. Donc déjà, c'est un peu, bon, comme stratégie, tu vois, c'est un peu limite. Mais en plus, tu as tout cet aspect insider et scam que tu peux pas prévoir, en fait, sur tous ces nouveaux projets. Il y a tellement de trucs qui se passent, et c'est sûr qu'il y en a qui vont avoir des tickets loterie gagnants, mais je pense que la grande majorité, et ça c'est quelque chose qui n'est pas trop sur Twitter, c'est les 95% de gens qui ont acheté des tickets, qui se sont fait rug, ou alors qui ont vu le truc pumper, et même pas 48 heures après. Là, j'ai regardé les trucs, ils sont fait rug en moins de 12 heures. Donc le truc, il lance, il pump, le mec, ça rug, et puis voilà, tu passes au suivant. Après pour Dog et Shiba, c'est vrai que si tu es un peu joueur, et si tu arrives à les choper en bear market, qu'ils ont pris à moins 95%, moins 98%, il me semble qu'il y avait David qui l'a dit qu'il avait chopé du Doge et du Shiba en bear, et c'est effectivement ça Ouais. pump. Donc même des coins comme ça qui sont peut-être en cycle 3, comme ça peut être le cas de, de Doge, au final, c'est comme le reste des cryptos. Si c'est la narrative est bon, alors les fondamentaux, évidemment, ils sont pas là, mais le schéma narratif, c'est le premier meme coin, c'est rigolo, à chaque bull run, on le ressort, il y a Elon Musk qui le shield de temps en temps. Bon, tu vois, au final, c'est sûr qu'il va pump à un moment donné. Si tu arrives à choper
dans sa période où il s'est fait rect à 98%, un coin comme ça, tu peux espérer qu'il fasse des performances. Après, il n'y a rien de sûr. Mais au final, tu te dis pourquoi pas sur une petite partie, tu te poses question, quoi. Moi, c'est pas forcément En fait, quelque chose ça te pose question sur des cryptos, comme on l'a dit, hein, sur le Doge, parce que c'est clairement le plus vieux. Et aujourd'hui, tu vois, tu as Elon Musk, dès qu'il fait un tweet, on sait qu'il aime bien le Doge, donc à chaque fois, tu as des bougies énormes à chaque fois qu'il va en parler. Puis c'est un projet qui a depuis 2014, tu vois, donc tu as quand même un certain recul. Le gros problème des nouveaux memecoins et de ce qui est lancé, c'est que c'est très rapidement remplaçable. Alors que tu vois, la communauté que tu as sur le Doge, bah, c'est une communauté qui s'est créée depuis, encore une fois, depuis 2014 en fait. Ça a vécu tout un tas de choses, tout un tas d'événements, et c'est un peu la même résilience qu'on peut retrouver. Alors, j'aime pas le comparer à du Bitcoin, mais je veux dire d'un point de vue historique, tu peux forker un code, le code du Bitcoin, tu peux lancer toi demain ton propre Bitcoin, tu peux l'appeler le Théo Bitcoin, peu importe, mais c'est pas ça qui va faire que ça sera non seulement un meilleur Bitcoin et puis que les gens vont l'adopter. Ce qui va faire en sorte que cette crypto sera intéressante et ce qui fait que les gens vont avoir confiance, c'est surtout sa communauté en fait et son historique. Et c'est ça en fait que je me dis, tu peux forker un projet, tu peux pas forker sa communauté et surtout son historique, tu vois. Et c'est là en fait où je me dis, tu vois, sur le Dogecoin, alors tu as une inflation qui est énorme aussi, hein, sur le Dogecoin, je sais plus combien c'est, je crois que c'est 10 000 tokens par minute, je sais plus combien c'est énorme l'inflation qu'on a là-dessus, mais mine de rien, si on est là pour faire de l'argent, et ce qui est le cas de 99,99999% des gens, avoir du Dogecoin sur son portefeuille depuis 2014, vous auriez surperformé le Bitcoin de je ne sais plus combien, mais c'est énorme. Et en comptant les bear markets, en comptant tout ce qui s'ensuit. Et ça a été le cas sur le cycle précédent, ça sera à mon avis le cas sur ce cycle-là. Il y en a qui parlent du Doge à plus d'$1 ce cycle, et sans doute qu'on y arrivera, tu vois. Et peut-être que dans 10 ans, 20 ans, le Doge sera encore là, parce que ça fera partie un peu de la crypto-monnaie populaire. Et je pense que c'est ce qui a popularisé d'une certaine manière aussi la crypto aux yeux du grand public. Parce qu'il y en avait certains, je crois que c'est Exlover qui dit il n'y a pas forcément de fondamental, on est clairement sur 100% sur la psychologie de foule. Il faut savoir qu'on est très très peu globalement dans la crypto à s'intéresser au phénomène cypherpunk, à dire faut protéger vos clés privées, etc. etc. Quand on dit séparer les comptes pour aller sur la DeFi, quand on parle de MetaMask, quand on parle de pool de liquidité et tout, vous avez déjà perdu 99% des gens qui sont pas dans la crypto aujourd'hui. Et je pense que Doge, en tant que tel, a attiré plus de personnes en crypto qu'énormément d'autres projets. Tu vois, tu prends même des gros projets comme Cardano, Avax et toutes ces blockchains-là. C'est déjà pour s'intéresser à du Cardano, pour s'intéresser à de l'Avax, pour s'intéresser même à du BNB, faut déjà être dans la crypto en fait. Tu vois, faut déjà rentrer un peu à l'intérieur. Pour ceux qui sont dans la crypto, je pense que a priori vous connaissez ces projets-là. Mais pour Monsieur et Madame tout le monde, je ne suis pas persuadé qu'ils aient déjà entendu parler d'Avax. Par contre, du Dogecoin, je suis persuadé qu'ils en ont déjà entendu parler d'une manière ou d'une autre, à la télé ou à côté. Et c'est là, en fait, où je me dis qu'il y a le côté libertarien, souveraineté monétaire, décentralisation, résistance à la censure. Et puis, il y a le côté DGen avec 100% sur la psychologie de foule, sachant que l'écrasante majorité des gens qui sont en crypto sont là pour faire de l'argent rapide. Et ça répond encore une fois à ce truc-là. Et je me dis, est-ce que c'est mauvais ou pas? Parce qu'au fond, on est tous là pour driver l'adoption. Et l'idée, c'est que tout le monde puisse y trouver son compte, tu vois. Tiens, t'es un ancien gamer. Ah bah regarde, on fait de la GameFi maintenant. Ah bah tiens, à un moment donné, Axie Infinity a attiré énormément d'anciens gamers où ça a été la première itération de ce nouvel écosystème. Moi, je suis convaincu que sur ce cycle-là, on aura un jeu AAA, que ce soit Illuvium ou un autre projet, qui permettra de répondre à ce que recherchent les vrais joueurs qui sont aujourd'hui sur PC, sur console ou ce que tu veux, mais un vrai jeu amusant, parce que Axie Infinity, c'était pas amusant. Et tu vois, si demain, tu as un projet là qui pète, ça peut rentrer dans une sphère auquel on n'avait pas accès jusqu'à maintenant dans la crypto. C'est-à-dire que si demain, tu as un jeu vraiment AAA super bien, type, je sais pas, World of Warcraft, MMORPG en ligne et tout, qui existe dans la crypto avec la tokenisation, les NFT et tout, ça peut vraiment rendre mainstream un peu l'utilisation des NFT, même si on en entend de plus en plus parler, et attirer tout un plan de la population qu'on n'aurait pas pu attirer autrement. La réserve de valeur, donc ça a été le cas pour Bitcoin. Le côté DeFi, ça a attiré, mais plus des gens de la tech en fait, parce que ceux qui vont sur la DeFi, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. La plupart de ces personnes, en fait, monsieur, madame, tout le monde, ils sont sur Binance, ils sont sur Kraken et ils ne s'embêtent pas à faire de la DeFi sur leur MetaMask et tout. Et tu vois, je me dis vraiment, pour en revenir au memecoin, ça permet d'ouvrir une nouvelle possibilité et de te dire, bah, tu vas apprendre très vite parce que tu vas te rendre compte que la crypto, c'est pas si simple,
que oui, tu peux gagner beaucoup d'argent rapidement, mais tu peux le perdre aussi très rapidement. Et peut-être qu'une partie des personnes qui investissent sur des mêmes coins, DGen, n'importe comment, bah en fait, ils se font avoir peut-être une fois, deux fois, trois fois. Et après, ils se diront, OK, c'est quoi le fondamental? Parce que là, visiblement, ça ne marche pas ce que je fais n'importe quoi. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens plus simples, plus sains pour gagner de l'argent? Et donc, bah, un peu revenir à ce qu'on dit au début, tu vois. Et ces gens-là, ils ne seraient jamais allés dans la crypto s'ils n'étaient pas passés par le biais des mêmes coins, tu vois. Ouais, mais ce que j'espère pour eux, tu vois, c'est qu'ils mettent des petits tickets. Parce que tout ce qui se passe là en ce moment, c'est sûr que ça attire le chaland. Mais déjà, on parlait cypherpunk, décentralisation. Pour ma part, Solana, c'est pas une blockchain. Tu sais, on en a parlé, mais elle s'est arrêtée plusieurs fois. Ils peuvent l'arrêter quand elle est trop surchargée ou qu'il y a des problèmes. Je sais plus combien de fois elle s'est arrêtée. Mais en gros, c'est une blockchain que les devs ont arrêté plusieurs fois. Où on vous dit non, maintenant, il n'y a plus de transactions. On coupe la blockchain pendant plusieurs heures et il n'y a plus rien qui passe. Alors, Ethereum, il y a beaucoup de frais, ça augmente, tu prends des spikes, si tu fais pas gaffe, tu peux te taper des $3000 de frais, mais ta transaction, bon, elle s'arrête pas, quoi. C'est juste que c'est un système adaptatif avec des frais de gaz qui augmentent fortement, mais il n'y a aucun moment où la blockchain s'est arrêtée et pendant plusieurs heures, il n'y avait plus aucun moyen de faire passer de transactions. Donc déjà, tu vois, c'est une technologie par rapport au tout ce qu'on évoque, le côté cypherpunk, tout ça, bon, ça peut poser question par rapport à ça. Mais de notre côté, elle est presque top 3 dans le market cap, tu vois. Donc après, les gens, c'est ce qu'on dit. Les gens, tout cet aspect-là, la plupart, ils s'en foutent. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et après, voilà, le problème, c'est que ça drive des personnes. Mais d'un autre côté, 95% des gens qui vont là-dessus vont se faire rect. Parce que si tu vas, en plus, tu commences à aller là-dessus, alors, avec tous les scams, en plus tous les trucs émotionnels que tu vas te taper derrière. Bon, même si tu arrives à choper un qui pump, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le garder jusqu'à qu'il monte à 100, 150 000, et puis après, quand ça va rug, ça va descendre, ou alors quand on prend des profits au x2, x3, et après tu passes toute la montée. Après, c'est vrai que c'est formatif, c'est formateur plutôt. Tu vois, tu vas apprendre vite, mais j'espère que ça va être des petits tickets. Mais de l'autre côté, quand tu vois qu'il y a des mecs, des projets avec un tweet qui lève 100 millions en Solana, il y en a qui rentrent vraiment avec des gros montants. Avec des gros montants. Et alors, soit c'est des insiders qui savent ce qu'ils font, soit alors vraiment c'est le roi des dégels. Le mec, il arrive avec qui pose 10 millions sur un même coin qu'il ne connaît pas. Franchement, je sais pas comment. Ou alors c'est une grosse whale, ou alors je sais pas comment il gère son risque, mais bon, si ça marche. Mais t'en as certains qui gèrent clairement pas le risque. Et puis après, en fait, t'as aussi, tu sais, je sais plus comment il s'appelle ce mec, Slumdog millionnaire aussi. Parce que t'as eu le film Slumdog millionnaire. Voilà, c'est ça. Et lui, il s'est appelé Slumdog millionnaire. Et lui, en gros, sa chaîne YouTube, vous pouvez le retrouver sur YouTube. C'est un mec, tout son branding, c'est basé sur le fait de faire des all-in sur le Dogecoin. Voilà. Et puis le Diamond Hand, hein. Vraiment la philosophie Diamond Hand, tout ce qu'on déteste en fait. Donc il était devenu multimillionnaire au précédent bull run. Il s'est fait rect en bear. Et là, il est reparti en disant ça va repartir à plus d'€1, 2 euros et tout. Et sans doute qu'il aura raison à un moment donné, parce que le Dogecoin, en tout cas, c'est une crypto. C'est pour ça que c'est très spécifique quand même la crypto. Tu vois, quand t'en parles autour de toi, t'expliques aux gens le côté souveraineté monétaire, tu vois, décentralisation et tout, résistance à la censure. Et en fait, quand tu commences à t'intéresser à ce truc-là et que tu vois cet autre plan aussi qui est une réalité de ce qu'on voit dans la crypto, il y en a certains qui disent que ça décrédibilise la cause, et je suis d'accord d'une certaine manière, mais mine de rien, c'est ce qui drive aussi une certaine attention, parce que la majorité des gens en ont rien à secouer de la décentralisation, en ont rien à secouer du privacy. Nous, on a parlé pendant je ne sais pas combien d'années de Monero, par exemple. C'est un projet qui est extraordinaire dans tout son fonctionnement, son utilité et tout. Sauf qu'en termes de performance, c'est juste pitoyable parce que les gens s'en foutent en fait de la privacy. Tu leur parles de fongibilité du Bitcoin. Ok, on va parler de fongibilité. Alors on va t'expliquer pourquoi le Bitcoin pourrait potentiellement ne pas être fongible, parce que un Bitcoin qui est passé dans le darknet, si tu l'as sur ton portefeuille, les plateformes d'échange peuvent te blacklister. Bref, il y a plein de choses à savoir là-dessus pour comprendre l'intérêt de Monero. Mais les gens, ils s'en foutent de ça. On s'en fout. Les gens, ils sont là pour quoi, encore une fois, en crypto? La majorité d'entre elles. Gagner de l'argent rapidement avec un petit capital. Et les mêmes coins, ça répond clairement à ça. Et de se dire, tiens, t'as loupé ce même coin-là, c'est pas grave, t'en as un autre qui arrive. T'as loupé le Bitcoin, t'en as un autre. T'as loupé l'Ether, t'en auras un autre. Regarde le Shiba, ça a très bien marché. Là, regarde, si t'achètes pour $100, tu peux avoir un patrimoine de 20 millions en 4 semaines. Bah, tu peux le faire. Et le pire, c'est qu'il y en a qui ont réussi à le faire. Tu vois, il y en a qui ont réussi à obtenir des performances comme ça. Mais ça représente une extrême minorité. Et c'est pour ça que souvent, moi, tu vois, je ne suis pas aussi
cartésien en disant c'est forcément que de la merde. Je dis je sais plus que c'est, ouais, je crois que c'est Monsieur Kobayashi là, qui disait que la crypto, en gros, pour l'écrasante majorité des projets, c'est de la monnaie de singe. Et c'est un peu ça. Hein. C'est ce qu'on voit, hein, c'est un casino, les gens ils sont là pour gagner de l'argent rapidement. Le seul problème, c'est que si on enlève ce truc-là et qu'on enlève que l'aspect technique et tout, technologique, bah, je pense que dans un premier temps, on n'aurait pas pu attirer autant de personnes dans la crypto. Tu vois, le processus d'onboarding, il faut que ce soit simple pour que les gens en parlent. Et monsieur, madame, tout le monde, ils ne vont pas te parler du côté technologique. Tiens, le SHA 256, le hash rate du Bitcoin qui a dépassé son précédent plus haut. Ils n'en ont rien à foutre de ça. Ce n'est pas intéressant pour eux. Donc, est-ce que ça décrédibilise globalement ce pourquoi la crypto a été créée? Je pense que oui, d'une certaine mesure. Je ne pense pas que Satoshi Nakamoto avait pensé ça quand il avait créé la crypto. Après, voilà, moi, l'idée en fait de cet échange, c'était plutôt de réfléchir ensemble. Est-ce que avoir des meme coins en portefeuille, certains meme coins, ça peut être les plus connus comme du Shiba ou du Doge par exemple, ou sur des nouveaux sur Solana, parce que là, il y a plein de choses qui se passent. Et si vous avez un horizon de temps très court, je ne sais pas, de l'ordre de quelques heures, voire quelques jours, vous pouvez faire des performances beaucoup plus rapidement que si vous étiez sur des projets un peu plus stables, tu vois, d'une certaine manière. Et ouais, vas-y, rebondis, puis après, je ouais, mais après c'est l'approche qu'on décide d'adopter. Il y en a qui parlent que c'est peut-être le terrain de jeu parfait pour les traders. Effectivement, si c'est quelque chose que vous savez faire, que vous maîtrisez, que vous avez les bons outils, parce qu'il y en a qui font ça avec des bots aussi. Il y a tellement qui sortent, les mecs qui ont des bots qui sont programmés eux-mêmes pour choper les bonnes tendances avec les trends et faire des choses qui vont assez vite. Après, moi personnellement, c'est pas l'approche que j'ai décidé d'adopter. Le problème de tout ça, en fait, c'est qu'il faut le suivre. C'est même pas au jour le jour, c'est à l'heure, heure par heure. Parce qu'il y en a tellement qui sortent, ça se joue tout dans les premières heures de lancement. Il faut que tu sois en train de regarder, avoir 3 écrans avec tes screeners ouverts partout. Et dès que tu vois un truc qui t'intéresse, le sniper. Mais au final, ça demande d'être toute la journée devant ton ordi. Parce que si ça commence à baisser, il faut vite que tu vendes. Il y a plein de choses à faire rapidement. Et moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai pas le temps à dédier à faire ça. Enfin, j'ai d'autres trucs à faire à côté. Donc au final, je sais que j'ai pas le temps et l'énergie à mettre là-dedans. Tu vois, je préfère me concentrer sur une approche long terme. Mes projets principaux, je les ai en portefeuille depuis plusieurs années. Tu rentres en DCA et donc c'est une autre stratégie. Après, par contre, voilà, c'est comme on dit, on a tendance à déconseiller le trading parce qu'il y a plein de gens, et même j'ai vu passer, j'ai découvert un groupe français un peu comme Crypto Confession, mais sur le Twitter français. Et il y a quelqu'un qui a posté qu'il a découvert que la crypto, c'était pas que le trading, en fait. Il y a tellement de contenu sur le trading que lui, il s'était intéressé à la crypto, il a perdu, c'était 2000 €, il me semble, parce qu'il pensait que la crypto, c'était uniquement faire du trading. C'est vrai que la majorité du contenu, c'était ça. Et donc, c'est vrai qu'on en parle souvent, mais de le voir marqué comme ça, qu'il y a certaines personnes qui arrivent sur l'écosystème et qui pensent que c'est que le trading, de la même manière que je pense qu'il y en a qui vont arriver et qui vont penser que c'est qu'un truc de DJ, que c'est que des meme coins. Si tu arrives par cette porte-là, bon, tu vois cette partie de l'écosystème. Mais c'est vrai que tu vois, pour la plupart des gens, je pense que c'est pas forcément une bonne idée d'aller là-dessus. Non, c'est clair. De toute façon, si pour le temps et l'énergie que ça demande, quoi. Si tu n'as pas les bases, en fait, c'est ça. C'est que pour moi, quand tu commences à avoir certaines bases, certaines compétences, que tu dis, vas-y, je prends une partie de mon portefeuille, je vais aller faire du DGen et puis faire du ticket de loterie, hein, comme ceux qui jouent au loto. Hein. Je dis parce que là, c'est clairement du ticket de loterie. C'est ce que disait Xlover. Hein. Vu la quantité de meme coins qui sortent, ça paraît quasi impossible de trouver celui qui va faire un x100 depuis un market cap minuscule, peut-être avec l'aide d'une IA. Alors avec l'aide d'une IA ou des insiders, hein, il y en a certains là qui ont énormément de followers sur Twitter, ils lancent leur meme coin, ils savent de toute façon que ça va pumper parce qu'ils ont une base d'audience qui est énorme. Et pour peu qu'ils ont lancé 2-3 projets qui ont bien pumpé à vendre des rugs, il y en a qui ont gagné de l'argent dedans. Donc ils peuvent relancer ça perpétuellement. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment synonyme, et c'est un peu le syndrome qu'on retrouve en crypto, des gens qui veulent gagner de l'argent rapidement, et ça a été le cas. Mais on parle de la crypto, mais ça existe de tout temps en fait. Hein. On avait parlé sur des précédents lives de la bulle Internet, des gens qui investissent dans des boîtes juste parce que tu avais un .com à la fin de leur nom. Tu avais des boîtes qui étaient valorisées à des centaines de millions, voire plusieurs milliards, juste parce qu'ils avaient un .com, mais les mecs, ils n'avaient rien, quoi. Ils n'avaient rien, ils avaient à peine un site web qui était fonctionnel et c'était tout. Ils n'avaient pas de stock, ils n'avaient rien. Pourtant, ils étaient valorisés à plusieurs milliards. Donc, en fait, les meme coins, c'est un peu aussi ça, tu vois. Il faut comprendre aussi comment sont lancés les meme coins. Il y en a beaucoup qui
qui savent clairement pas comment ça fonctionne. Mais je veux dire, sur Solana ou même sur Ethereum, vous voulez lancer un meme coin, ça vous prend 10 minutes à tout péter. Hein. Il y a des boîtes aujourd'hui qui s'occupent du branding pour vous, qui vous font le site web, qui vous font tout, mais créer un ERC20 avec une répartition de tokens où vous gardez la grosse majorité des tokens pour vous, c'est vraiment, mais c'est ultra simple à faire. Hein. Et vous pouvez lancer des meme coins comme ça tous les jours autant que vous voulez. Et donc, vous lancez un meme coin, vous faites la promo sur les réseaux sociaux, vous payez quelques influenceurs, vous arrivez à créer une certaine hype, les gens, ils en achètent, vous créez une pool, hein, Ether, par exemple, sur la blockchain, si c'est sur Ethereum, Ether et puis votre projet de merde. Dès que les gens vont commencer à voir que ça pump, parce que aussi, vous pouvez le faire pumper artificiellement, vous gardez 95% de la supply pour vous, vous mettez que 5% de la supply sur le marché, vous achetez vos propres tokens, donc vous faites pumper le prix, vous prenez 2 wallets qui sont les vôtres, vous faites des échanges d'un wallet A vers le wallet B qui sont les 2 vôtres pour prouver qu'il y a du volume d'échange, que les gens s'intéressent et tout, alors qu'en fait, c'est du fake volume. Hein. C'est juste vous qui faites un transfert de votre wallet A à votre wallet B. Vous en parlez, vous dites, regardez, le projet, il a déjà fait du 350% en 24 heures. Regarde les performances du PP, du machin, ça va faire exactement la même chose. Alors qu'en fait, c'est tout créé artificiellement. Et au moment où les gens commencent à rentrer dessus, ça va repumper encore plus, ce qui va attirer encore plus de nouveaux arrivants, jusqu'au moment où là, tu considères que l'argent qui est dessus est trop important en tant que, entre guillemets, fondateur et créateur de projet. Et là, tu vas repool, donc tu vas enlever la liquidité qu'il y avait soit sur Uniswap ou si tu es sur Solana, ça par exemple Raydium. Tu vas retirer ta pool et là, les gens se retrouvent avec le token pourri qu'ils peuvent échanger nulle part, en fait. Et c'est ça qu'on appelle un rug pool. Et la majorité, l'écrasante majorité des meme coins, ça se termine comme ça. Hein. C'est des projets qui se lancent, les mecs, ils ont 95% de la supply, ils font une euphorie, ils font un truc, ils font de la manipulation en fakeant les volumes et en fakeant la performance du token. Et après, ils rug quand ils considèrent que c'est suffisant et avec l'argent, ils rachètent de l'Ether, ils rachètent du Sol ou ils rachètent du BTC, puis ils relancent un énième shitcoin, en fait. Ouais, mais ça, c'est important, toujours pareil, de s'intéresser à la technologie pour comprendre comment fonctionnent les pools de liquidité. Parce que voilà, le rug pool, c'est comme tu l'as expliqué, mais en fait, le mec, il met au début, quand il crée la pool, c'est lui qui fixe le ratio, donc il met les coins, mais il met peut-être plusieurs millions, plusieurs milliards de shitcoins qui valent encore rien parce qu'ils sont peut-être pas encore, ils sont même peut-être pas touché index, il n'y a peut-être pas encore une seule transaction avec quelques Ethers ou quelques Solana en face. Et comme les mecs qui commencent à trader dedans, en fait, ils sont obligés de l'acheter en sol. Donc, je vais y arriver. Les gens qui veulent déposer des sols pour acheter ce même, ils font les transactions. Donc, du coup, il y a de plus en plus de sols dans la pool. Le ratio change. Et en fait, le mec, quand il ressort de la liquidité initiale, il ressort beaucoup plus de sols que ce qu'il a mis. Parce qu'en fait, en valeur, le prix du même coin a explosé par rapport au ratio initial de sol. Donc, en fait, le mec, il a mis un coin qui valait rien et quelques Solana en face ou quelques Ethers. Et quand il retire sa liquidité, comme les ratios ont changé dans la pool, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déposé des Solana pour acheter son même coin, il rug et donc il récupère toute la liquidité qu'il a mis, sauf que le ratio est plus tout le même. Et donc, il sort tous les Solana qui ont quand même de la valeur actuellement ou sous les Ethers et il laisse que le shitcoin qui vaut plus rien. Et le ratio s'effondre complètement. C'est vraiment ça le rug pool. Et donc, c'est important de regarder aussi qui détient la liquidité. Mais je pense que la majeure partie des gens qui investissent là-dedans ne prennent même pas le temps sur Dexscreener d'aller regarder la liquidité, les pools, qui a quoi et la distribution. Mais on va en montrer un peu tout à l'heure, un peu comment ça marche sur Dexscreener, parce que vous pouvez retrouver vraiment pas mal d'infos. Il y a Exlover qui dit, est-ce que finalement les mêmes coins, ça serait pas un terrain de jeu parfait pour les traders sur des petites unités de temps, en effet. En fait, c'est vraiment là les tickets de loterie, hein, devenir riche rapidement, investir très peu d'argent, devenir riche, gagner beaucoup d'argent, voilà, c'est clairement ça. Après, le problème du rug, tu vois, on l'a évoqué ensemble, et ça, je pense que c'est applicable sur la grosse majorité des mêmes coins. Si par contre, on essaie d'avoir une approche un peu plus pragmatique, un peu comme nous, fondamentale et tout. Est-ce que le fait d'avoir, par exemple, je sais pas, du Doge ou du Shiba en portefeuille, avec une petite partie de notre portefeuille, est-ce que ça peut pas être louable ou est-ce que ça peut pas forcément s'entendre dans le sens où la probabilité d'un rug pool, maintenant qu'il y a eu un cycle complet pour le cas du Shiba et pour le Doge, ça fait quand même plusieurs cycles, tu peux regarder la liquidité du Doge sur Uniswap et un peu de partout, parce que maintenant, c'est un projet qui est clairement de partout. La liquidité, elle n'est pas présente chez une seule et unique personne ou chez un seul et unique wallet. Donc, la probabilité d'un rug pool sur des projets comme ça, c'est toujours présent. Hein. Toujours un risque, de toute façon, sur tous les projets. Mais je veux dire, c'est quand même nettement plus faible sur du Doge
que sur un énième projet qui vient de sortir sur Solana, parce que là, clairement, tu es presque sûr à 100% que ça serait un rug pull, c'est qu'une question de temps. Donc après, est-ce que tu veux jouer avec le feu ou pas, hein. Le problème du rug pull, c'est quand tu as des actionnaires majoritaires, même si on n'appelle pas ça des actionnaires, mais des investisseurs ou les développeurs initiaux du projet qui ont créé le projet, qui ont mis en un seul pool de liquidité tout ce qu'ils avaient sur le projet, ou qui ont toute la liquidité sur un seul et unique wallet. La probabilité que cette personne-là parte avec le truc, elle est quand même hyper élevée, tu vois. Par contre, encore une fois, sur les autres projets, pour moi, ça reste relativement faible. Et il y a un côté viralité, tu vois, qu'on recherche en crypto. Quand tu veux expliquer à quelqu'un, un primo-accédant à la crypto, ce qu'est le Bitcoin, ce qu'est l'Ether et tout, c'est compliqué, tu vois. Si par contre, tu lui dis, bah regarde, là, tu as une tête de chien, tu lui montres la vidéo et le générique du Dogecoin, franchement, je vous invite à aller le voir sur YouTube. Je ne pourrais pas le mettre là, sinon on va se faire striker la vidéo. Mais allez voir le générique du Dogecoin. C'est marrant. Ça se partage très, très bien. D'ailleurs, c'est une vidéo, je crois, qui a fait plus de 1 400 000 abonnés. Pour la crypto, c'est quand même énorme. Et justement, parce que c'est ultra compréhensible pour la majorité des gens, est-ce que c'est ça aussi le prix à payer pour une adoption mainstream, tu vois? Et de se dire, si on veut attirer des gens sur ce qui est important, c'est-à-dire le côté décentralisation, résistance à la censure, souveraineté monétaire, est-ce qu'on n'est pas non plus obligé de passer par ces trucs-là, en fait? Ouais, mais après, chacun voit comme il veut. Après, pourquoi pas sur une petite partie. Moi, il y a cet aspect-là aussi que je voulais toucher. Au-delà d'investir sur ceux qui sont peut-être les plus établis que tu viens de commenter, c'est si vraiment on peut pas s'en empêcher quand il y a vraiment des opportunités, pourquoi pas aller s'amuser, mais vraiment avec une fraction, je parle moins de 10% dans tous les cas, moins de peut-être 5% de notre portefeuille, si on a déjà l'opposition, aller s'amuser de là-dessus avec de l'argent dont on a strictement pas besoin, strictement rien à faire même. Et tout ça dans l'optique de se quitter un petit peu cet aspect, il faut que je fasse des trucs, il y a plein d'opportunités, parce que c'est vrai que ça peut être marrant, pour l'avoir fait au dernier cycle, c'est vrai que tu t'amuses beaucoup, mais avec une petite partie de ton portefeuille, juste dans, il me semble que c'est dans le livre Psychology of Money où il en parle de ça, où il dit de faire ça, de faire un tout petit peu de spéculation, d'aller t'amuser avec une toute petite partie de ton portefeuille, ça te permet d'être plus serein sur le reste de ton portefeuille Ouais. et de conserver tes positions et de ne pas faire n'importe quoi parce que il y a plein de trucs qui se passent, tu as l'impression de louper des choses. Et donc vraiment, dans cette optique-là, mais vraiment, je le répète, avec des fonds dont on n'a pas besoin et une fraction de son portefeuille, aller s'amuser là-dessus pour apprendre aussi d'autres trucs, à utiliser sur Radium, aller sur Solana, découvrir d'autres blockchains, découvrir d'autres trucs, se faire rect. Bon, tu sais ce qui va t'arriver. Tu sais aussi qu'il y a potentiellement la possibilité de faire beaucoup d'argent, mais à 90%, tu vas te faire rect. Mais ça permet de gratter un petit peu ce qui te démange, de dire, putain, il y a plein de trucs qui se passent, je suis en train de louper ça. Pourquoi pas aller dessus? Mais voilà, en sachant pourquoi tu y vas, c'est-à-dire pour t'amuser un petit peu, te déstresser peut-être sur l'autre partie de ton bac qui bouge pas trop, que tu sais qu'il va falloir attendre la fin de cycle parce que si tu as d'autres layer 1 qui n'ont pas encore pumpé, il faudra attendre encore un peu parce que c'est pas le bon moment dans le cycle. Donc voilà, si ça permet de te poser un peu ou t'amuser et te déstresser, pourquoi pas, mais sans mettre non plus tout ton capital là-dessus. Bon, voilà, juste pour dans cette optique-là. Et c'est vrai qu'au début, on se dit, ouais, il faut être super pragmatique, la crypto, aucun sentiment, il faut être froid et tout. On sait très bien que ça ne marche pas comme ça. Donc, si ça permet de passer toute cette partie où on a le FOMO, tout ça, de faire sur une petite partie, pourquoi pas. Mais dans cette optique-là. Et après, Et puis dans l'optique aussi, c'est si jamais on va sur les mêmes coins, je le dis, hein, mais je pense que la majorité qui regarde le live le savent, prenez un wallet séparé, on est d'accord, hein, vous n'avez pas votre portefeuille long terme et tout, vous allez interagir avec des contrats qui pourraient à 95% être frauduleux. Là, vous créez un tout nouveau portefeuille MetaMask avec une toute nouvelle seed phrase, un truc vraiment vierge de chez vierge. Vous prenez des Ethers ou peu importe le token pour valider les frais de transaction que vous allez envoyer dessus. Et puis après, vous allez interagir avec les contrats si vous voulez. Mais ne le faites jamais avec un portefeuille long terme. Enfin, vraiment, splitter vos portefeuilles, c'est ultra important, surtout quand vous allez là-dessus. Hein, parce que alors là, c'est vraiment la porte ouverte à n'importe quoi. Et la probabilité, si vous ne faites pas ça, si vous révoquez pas les contrats, si vous n'avez aucune connaissance sur la gestion de vos fonds, sur la DeFi même de manière générale, déjà, il y a tellement peu de chances de gagner là-dessus
on l'a déjà évoqué dans cette vidéo, mais alors la probabilité de gagner, si en plus de ça, vous n'avez pas les règles de base, je pense que vous pouvez oublier. Ouais, c'est vraiment ça. Non, mais c'est ça, mais c'est séparer cette activité-là de l'activité plus long terme que ce qu'on discute très souvent sur nos chaînes. Mais c'est deux choses séparées. On a de l'autre côté notre portefeuille long terme où on a fait par contre la recherche fondamentale, on a accumulé pendant le bear market, voilà, on a toute la stratégie en place. Et à côté, pour s'amuser, on a notre portefeuille, on a mis des choses séparées pour permettre de quand même profiter un petit peu, entre guillemets, si ça nous plaît, parce que je comprends qu'il y a des personnes qui ont même pas envie de suivre le truc parce que c'est tellement, ça peut paraître tellement abstrait pour certaines personnes, surtout qui viennent de l'investissement traditionnel. Je peux comprendre que tu tombes là-dessus, tu vois, si t'es pas familier avec la crypto ou avec l'écosystème Internet, type Reddit, type gaming, type comme ça, forcément, le mec, il va regarder ça, il va dire, mais c'est pas intéressant, j'ai pas envie d'aller dessus. Mais si c'est quelque chose qui vous parle et que vous dites, j'aimerais bien tester, je pense que c'est dommage de ne pas y aller, pourquoi pas un petit peu, mais avec quelques 100, 200, 300 euros sur un portefeuille à part, comme tu l'as dit, avec toutes les mesures de sécurité qui vont bien, et aller s'amuser un petit peu dessus. Mais voilà, encore une fois, dans cette optique-là, quoi.